Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de Terminal PG et Terminal CVPB. J'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà pour cette petite correction du petit, comment on peut appeler ça, parce que certains m'ont fait juste une présentation papier, d'autres m'ont fait une présentation orale. Comme là, je vais vous présenter la présentation de Katia. Donc en fait, ça va faire comme si Katia passait au tableau. Donc Katia est d'accord de passer au tableau, sauf qu'elle a de la chance. C'est pas en live, donc elle a pas de questions à répondre. Par contre, du coup, je vais faire défiler sa petite présentation et voilà, je vais faire des petits commentaires, etc. Alors bon, je suis globalement content que déjà vous ayez quasiment tous joué le jeu. Au début, j'avais un petit peu peur que ça fasse un petit peu trop, de demander une présentation, un exposé, on va dire. Mais bon, vous avez quand même tous joué le jeu, grosso modo, d'aller chercher des infos, etc. et surtout de faire l'exercice. Voilà, donc j'ai mis, quand tout était fait et pas en retard, j'ai mis 20 pour tout le monde. Voilà, j'ai pas trop cherché. Et s'il y avait quelque chose qui manquait, j'ai mis 15. Et si c'était pas fait, j'ai mis absent. Voilà. Pour que vous compreniez la note que vous allez avoir. Bon, de toute façon, les notes, elles seront entre parenthèses, donc ça n'augmentera, n'y baissera pas votre moyenne. Voilà. Donc je commence. Donc je mets play à la présentation de Katia. Vous écoutez bien. J'espère que le son va bien ressortir quand je mettrai play sur YouTube en enregistrant. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Hop, je remets au début. Bonjour, donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter les ultrasons. Donc qu'est-ce que c'est, où on les utilise et l'exercice d'illustration du fonctionnement d'un sonar. Donc voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que les ultrasons? Donc avec le site Futura Science, j'ai trouvé une définition qui dit que un ultrason est une onde de même nature que les ondes sonores, mais dont la gamme de fréquences se situe entre 20 kHz et plusieurs centaines de MHz. Cette gamme est trop élevée pour que l'oreille humaine puisse l'apercevoir. Donc j'aimerais aussi rajouter à la définition que c'est une onde qui se propage à travers des supports fluides, solides, gazeux ou encore liquides. Du coup j'ai rajouté à côté pour qu'on puisse mieux visualiser un graphique sur les fréquences sonores. Bon, il n'est pas très net, mais on peut quand même voir que au début c'est les infrasons, des sons graves en dessous de 20 Hz. Ensuite on a les sons audibles pour l'homme en bleu. Et ensuite au-dessus de 20 000 Hz on a les ultrasons qui sont des sons aigus. Il y a marqué 20 000 Hz, mais ça commence 16 000 Hz, ouais, 16 000 Hz, 20 000 Hz. Ça dépend aussi de la personne et de sa capacité à entendre. Alors, du coup, juste pour rajouter quelques informations. Donc oui, un ultrason, c'est une onde de même nature que les ondes sonores. Donc là, il y a un tout petit mot, pardon, qui manque pour que ce soit bien clair, c'est que c'est du coup une onde mécanique. Voilà. Donc, un ultrason, c'est une onde mécanique, ça veut dire qu'elle se propage comme une petite perturbation de la pression atmosphérique, ok, ou de la pression dans un fluide, comme tu l'as bien dit, Katia, ou de la pression dans un solide. Donc voilà, les ultrasons, c'est comme les sons, c'est un son qui se propage, donc une onde mécanique, c'est-à-dire qu'elle nécessite un support matériel, donc elle ne peut pas se propager dans le vide. Vous vous rappelez de l'expérience qu'on avait fait avec la cloche à vide. Un ultrason, c'est pareil qu'un son, il ne pourrait pas se propager dans la cloche à vide. Voilà, ensuite, donc Katia, tu disais, et tu as bien dit, qu'il y a marqué 20 000, et généralement, on dit aussi que c'est 16 000, 18 000, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté, parce qu'en fait, on ne sait pas tout à fait à quel moment un homme n'entend plus, puisque ça dépend des hommes, alors homme avec grand H, hein, donc les hommes et les femmes, ça dépend de tout un chacun. Par contre, la définition d'un ultrason, c'est 20 000 Hertz. Voilà. Euh, Si jamais un homme n'entend pas à 18 000 Hertz, on va pas dire qu'à 18 001, c'est un ultrason pour lui. Non, c'est juste qu'il n'entend pas ce son-là. Par contre, la définition d'un ultrason, c'est bien 20 000 Hz. Voilà, il y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. On a fixé une définition bien claire. On est sûr à 20 000 Hz que personne n'entend au-delà. Voilà. Allez, on continue. Bien. Ensuite, pour l'utilisation des ultrasons, on a d'abord chez les animaux.
donc pour se repérer, se nourrir, communiquer. Par exemple, chez les chiens, un animal qu'on côtoie beaucoup, il entend les ultrasons. Et je sais qu'il y a des sifflets, en gros, qui permettent d'appeler son chien, en fait, en cliquant sur un bouton ou qui émet des ultrasons. Et le chien vient, mais on n'entend rien, en fait. Du coup, voilà. Ensuite, on a les chauves-souris. Donc, les chauves-souris, ça leur permet, les ultrasons, de se repérer dans l'obscurité totale et aussi de repérer leur proie. Donc, elles émettent les ultrasons et ça leur permet de savoir la trajectoire où se situe sa proie, mais aussi la proximité de sa proie. Et grâce à ça, à l'écho, en fait, elle peut chasser. Ensuite, j'ai mis les dauphins parce que, comme la plupart des mammifères marins, ils utilisent les ultrasons. Donc, c'est pareil que les chauves-souris, en fait, pour repérer leur proie ou se repérer tout ça. Mais eux aussi, c'est pour communiquer. Donc, entre les dauphins, ils communiquent. Enfin, il y a les dauphins, il y a les orques, les baleines, tout ça. On trouve aussi les ultrasons. Pardon, j'ai coupé Katia 2 secondes. C'était juste pour dire alors que oui, les chauves-souris et les dauphins se repèrent dans leur environnement, donc les chauves-souris dans l'air et les dauphins dans l'eau, à l'aide d'ultrasons. Donc en fait, ça va marcher exactement comme le sonar, l'exercice que je vous avais demandé de faire donc en partie 3. C'est exactement la même chose en fait. Imaginons la chauve-souris, elle va envoyer une onde, et en fait, plus cette onde va mettre du temps à revenir, plus ça veut dire que l'obstacle est loin d'elle. Voilà, donc en fait, c'est ça. Elle passe son temps à crier. En fait, c'est ça. Elle passe son temps à crier et elle entend l'écho. Et je pense que vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous fermez les yeux à un endroit, votre cerveau est capable de savoir si vous êtes dans une pièce fermée, si vous êtes dans une petite pièce, une très grande pièce, etc. Mais les chauves-souris, c'est exactement la même chose. Donc elles arrivent à se repérer comme ça à l'aide des ultrasons. Et donc c'est aussi un moyen pour les aveugles au final, qui ont une ouïe beaucoup plus développée que les personnes voyantes. En fait, quand elles ne savent pas trop où elles sont, elles cèdent des sons. Donc soit en émettant des sons eux-mêmes, soit en entendant les échos des personnes qui discutent, etc. Donc sont capables de savoir si elles sont dans une petite pièce, une grande pièce, un plafond très très haut, un plafond très bas. Donc voilà. Et donc les dauphins, c'est exactement la même chose. C'est eux-mêmes qui émettent leurs propres ultrasons et qui analysent les échos en fait. Donc voilà. Donc s'il y a trop de bruit, ils ont du mal à se repérer. Voilà. Allez, on continue, Katia. Dans le domaine médical, industriel ou automobile. Par exemple, dans le domaine médical, il y a les échographies. Donc, ça consiste à envoyer des ultrasons. Et avec les échos renvoyés par les organes, en fait, on peut visualiser ce qui est invisible à l'œil nu. Voilà, donc là c'est exactement le même principe que le dauphin. On a une petite boîte là, un petit boîtier qui émet des ultrasons. On met un petit gel pour que l'ultrason passe bien. Et donc l'ultrason il va passer dans le ventre. Et bon, c'est pas des ultrasons très puissants, donc ça ne risque pas de décoller le placenta, etc. Parce que les ultrasons, comme Katia va nous le dire ici, ça peut décoller des choses. Et du coup, les échos, donc échographie, les échos, donc le fait que ces ondes-là vont se réfléchir plus ou moins bien sur les surfaces dures, les surfaces molles, etc., les os, la chair, ça va nous donner un espèce de relief, etc. Et donc, tous ces ultrasons-là, ils sont récupérés par ce truc-là. Il ne fait pas qu'émettre ce truc, il récupère aussi l'écho, et le signal est parti jusqu'à l'ordinateur. Alors du coup, ça fait un truc assez complexe quand même, donc c'est pas hyper facile à interpréter, hein. Il y a tout un système dedans qui interprète. Que si jamais l'onde arrive plutôt par là, c'est que l'information est de ce côté-là, etc. Donc il y a tout un traitement à faire derrière ça. Allez, on t'écoute Katia, pardon. Par exemple, l'évolution d'un fœtus, d'un bébé, ou encore, par exemple, chez la femme, pour voir s'il y a des kystes dans les ovaires, tout ça. Enfin, ça sert vraiment à plein de choses. Ensuite, il y a le domaine industriel. Donc, par exemple, avec le nettoyage de pièces, on voit sur l'image que c'est une machine à ultrasons qui permet de nettoyer justement les pièces. Et en fait, c'est grâce à la puissance des ultrasons que ça décroche les fines particules. Et enfin, le repérage d'obstacles. Donc, j'ai mis une photo de bateau qui, grâce
aux ultrasons. En fait, ils l'utilisent comme sonar pour repérer les sous-marins, les mines, tout ça. Mais il y a aussi, par exemple dans les voitures, le radar de recul. Quand on recule et que ça fait bip 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 bip, ben en fait c'est les ultrasons qui repèrent, qui détectent l'obstacle derrière la voiture. Alors donc oui, pour le nettoyage de pièces, donc en fait c'est un espèce de petit bain, c'est un tout petit bain. Donc là, ce que vous voyez là, donc là c'est bien un trou. Dans ce trou-là, il y a de l'eau. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre des pièces dedans, des pièces métalliques, des pièces en plastique, etc., qui ont de la poussière dessus, des matières grasses, des choses que l'on peut nettoyer avec un produit et de l'abrasif, mais le seul truc, c'est que ces pièces-là, on ne veut pas y toucher parce que, par exemple, on ne veut surtout pas, justement, les polir. Ce sont des pièces qu'on veut analyser au microscope et il faut surtout pas faire une rayure dessus. Il faut surtout pas lui faire perdre 1 gramme parce que je vous rappelle que quand vous polissez une pièce, que vous frottez dessus, ben, vous enlevez un peu de matière. Donc voilà, donc pour pas abîmer cette pièce, mais on va la nettoyer aux ultrasons. Donc c'est exactement ce que tu l'as dit. Donc ce sont des ultrasons très puissants, donc à une forte intensité. Donc je vous rappelle que quand vous criez, vous pouvez crier grave, donc comme ça, voilà, là je crie, et je peux crier grave aussi, mais avec la même fréquence. Crier plus fort, ça veut pas dire crier plus aigu. Donc on a les ultrasons, on peut crier, on peut faire des ultrasons faibles et forts aussi. Okay, donc il y a 2 choses qui mesurent un son, c'est sa fréquence et son intensité. Donc le nettoyage de pièces, ce qui différencie les échographies et le nettoyage de pièces, c'est que les échographies, ça va être des ultrasons très faibles, très doux, donc un niveau sonore très faible pour pas décoller le placenta. Et nettoyage de pièces, ça va être des ultrasons, donc toujours très aigus, mais du coup très très fort. Mais du coup on n'entend rien. Bon, bien sûr, on entend dans ces machines-là, puisque du coup on va entendre toutes les ultrasons émettre des vibrations qui vont faire bouger le bain, qui vont faire bouger l'eau. Donc en fait, quand on utilise ces machines-là, on entend des trucs. On a l'impression d'entendre les ultrasons, mais non. Ce qu'on entend, c'est la conséquence des ultrasons. Et le repérage d'obstacles, c'est pareil. Voilà, c'est le bateau qui se sert de la technologie du dauphin. D'ailleurs, du coup, ici, il y a un dauphin dessiné dans cette illustration. Je pense que c'est pour, pardon. Je pense que c'est pour montrer que oui, on s'est bien servi du principe de repérage du dauphin pour faire les sonars. Voilà, je crois que j'ai tout dit et que Katia aussi a tout dit. Allez. Voilà. Donc pour l'exercice d'illustration du fonctionnement d'un sonar, on nous dit que son écho après 25,7 mètres par seconde et la vitesse de propagation de cette onde dans l'eau est de 1480 mètres par seconde. Donc c'est un bateau muni d'un sonar. Du coup, j'ai utilisé la formule qui est vitesse est égale distance sur temps. Donc j'ai modifié et ça m'a donné distance est égale vitesse fois temps. Ok. Donc juste pour parler de 30 secondes des unités, alors je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai pas très bien entendu si Katia a dit... attendez, je vais vous le dire. Faut que je recule tant que ça. Ouais, bon, pas grave. On nous dit que son écho après 25,7 mètres par seconde et la vitesse de propagation de cette... Ouais, je me disais bien. Donc Katia, et c'est pas de ton cas seulement, il y a plein d'élèves qui ont fait la même chose, et plein d'élèves qui m'ont posé des questions et qui m'ont dit 25,7 mètres par seconde. Non, vous voyez bien qu'il y a une différence entre ça et ça. Donc c'est un peu flou, c'est pas grave, vous voyez, je pense. 25,7 ms, c'est millisecondes, et 1480 m/s, mètres par seconde. Ne vous laissez pas avoir par le fait que le mètre, ici, il est la même écriture que milli. Là, il n'y a pas de slash ni de point qui disent que ce sont 2 unités différentes. C'est une et même unité ici. Comme millimètre, c'est mm. Ça vous pose pas de problème. Vous dites pas mètre par mètre. mm, c'est millimètre. Donc là, ça va être 25,7 millisecondes. Allez, on repart. On repart à la formule. Donc elle dit la relation V égale distance sur le temps. Et du coup, elle a fait passer le temps de l'autre côté, puisqu'elle cherche la distance. Donc ça fait vitesse fois le temps.
Bon, ça, je pense que c'est bon pour tout le monde, vu le nombre de fois qu'on l'a fait. Sur temps. Donc j'ai modifié et ça m'a donné distance est égale vitesse fois temps. Du coup, j'ai mis les données, donc distance égale 1480 fois 0,0257 et ça m'a donné que la distance est égale à 38,36. Alors, là, il manque toute petite explication. Quand vous êtes sur une copie comme ça, essayez toujours d'expliquer d'où vient ce 0,0257. Alors, donc, bien sûr, on avait 25,7 millisecondes. Donc, on est là. Si on veut convertir en secondes, il faut reculer de 3 rangs. Alors, on peut faire aussi le tableau. Alors, donc, on avait, si je me trompe pas, 25,7 millisecondes. Alors, hop. Donc on a les secondes. Bon, je vais écrire là déjà. 25,7 millisecondes. On a les secondes qui sont là. Les millisecondes, ça va être plus petit, donc ça va être vers la droite. Alors, je vous ai dit, hein, si vous oubliez un petit peu le tableau, parce qu'il y en a tout le temps qui oublient les centimes. Je sais pas pourquoi, quand vous faites un tableau, vous oubliez les décis, non, vous les oubliez pas, mais les centimes, vous les oubliez parfois, ou c'est l'inverse. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre que une seconde. Vous savez que c'est combien de millisecondes? Ben, c'est 1000. Donc voilà. Donc pour faire une seconde, il faut faire 1000 millisecondes. Ça veut dire que les millisecondes sont bien là. Voilà. Parce que si je veux dire 1000, il faut que je me mette là. Si je m'arrête ici, je dis 100,0. Donc voilà. Donc là, vous savez que les millisecondes sont ici. Ensuite, même si vous savez pas remplir là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a 3 cases. Donc là, on a les secondes. Plus petit que les secondes, on a les décisecondes, DS. On ne met pas, si on met le A, c'est dk secondes, c'est plus grand, c'est ici. Et là, on a donc les centisecondes, CS. Voilà. Donc si on a 25,7 millisecondes, c'est que ici, on met le chiffre des unités qui est bien le 5. Donc 25,7 millisecondes. Et pour avoir ce résultat en secondes, on recule la virgule jusque là. Ici, donc celle-là, elle disparaît. Hop. Tac. Et on écrit des zéros partout. Donc on a bien 0,0257 secondes. Donc ça, ce résultat-là, il est bien en secondes. Donc Katia et les autres. Alors j'espère que vous voyez ça. Normalement c'est coupé pile poil. Voilà, vous voyez. 25,7 millisecondes égale 0,0257 secondes. Voilà, c'est juste ce petit truc-là qui manquait, la petite conversion, mais bon, j'imagine que tu l'as faite. Sinon, tu n'aurais pas eu ce résultat. Ok, donc tu trouves 38,036 en faisant ce calcul-là. Ok. Mais comme l'onde fait un aller-retour, j'ai divisé par 2 du coup. Et ça m'a donné 16. Et du coup, le bateau se situe à 16 mètres de profondeur. Ok, donc il y a deux manières de faire. Soit vous dites l'onde fait un aller-retour, donc le temps que j'ai, le 25,7 millisecondes, ben en fait, ce qu'il me faut normalement, c'est la moitié de ce temps-là, puisque l'onde, elle va aussi vite à l'aller qu'au retour. Et donc, vous divisez 25,7 par 2 pour obtenir le temps pour faire juste l'aller. Ou alors, vous faites le calcul, et à la fin, quand vous trouvez la distance, là, vous divisez par 2. Bon, généralement, c'est cette option-là que vous avez tous et toutes choisi. Vous avez fait le calcul et ensuite, vous avez divisé par 2. Sinon, on peut aussi écrire une autre formule. Au lieu de D égale V fois T, il y a une formule qui existe, qui est toute faite. C'est, pardon, j'ai oublié déjà, D égale vitesse fois temps divisé par 2. Voilà, il y a une petite formule qui existe pour un aller-retour. Quand on veut calculer la distance juste de l'aller, ben on utilise cette formule-là qui est toute faite pour les sonars, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci à toi, Katia. Bon, voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu de bien de vivre cette petite séance où on discute avec Katia, même si c'est pour de faux. Ça remet un petit peu de vie dans les cours, parce que bon, c'est vrai que
Au final, c'est bien les cours sur YouTube parce que vous pouvez les faire quand vous voulez et ça met moins de contraintes à vos familles. Parce que parfois, vous n'êtes pas tout seul sur un ordi, il y a les frères et sœurs, les parents, etc. Donc, il y a moins d'interaction, moins d'échanges. Donc là, je me suis dit que ça ferait du bien de faire ça. Voilà, j'espère encore une fois que vous allez bien, que cette fin d'année n'est pas trop démotivante parce que du coup, ne vous laissez pas avoir, continuez à faire les travaux que l'on vous demande parce que du coup les appréciations ne sont pas faites pour tous les profs. Donc il faut continuer de charbonner pour avoir une meilleure appréciation possible parce que vous savez que c'est ce qui va être décisif pour certains pour le baccalauréat. Voilà. Bon allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'espère encore une fois que vous allez bien et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour. Pardon, je me suis trompé. C'est pas là qu'il fallait appuyer. Au revoir.